Je rate. Je gère mal la pression. Qui a eu l'idée de m'inviter, putain? Bah, je pensais que c'était une bonne idée, là, tu me fais douter. Ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Internet dans un fauteuil. Aujourd'hui, j'accueille avec très grand plaisir cet odieux personnage à côté de moi. Cet odieux personnage, bah super. Félix Radu. Bonjour, merci. T'as l'air vraiment ravi d'être là. Ah oui, c'est un plaisir d'être avec cette détestable jeune femme. Tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Je m'appelle Félix Radu, je suis auteur et comédien belge, j'ai 28 ans et j'habite Paris. J'adore les pâtes. Et j'ai écrit une pièce qui s'appelle Rose et Massimo, qui est publiée chez Fayard, qui est disponible en librairie, qui a été jouée à Paris pendant plusieurs mois. On a fait ça le comble. Il me semble que ça a été nommé best-seller dans la maison, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de théâtre qui sort. Donc c'était un petit effort quoi, de la sortir et d'espérer que ça se vende. Donc on est content que ça ait bien marché. Super. Dans cette émission, d'habitude, j'invite plutôt des gens qui sont peu familiers avec l'univers du théâtre. Là, je fais une petite exception avec toi. Sommes-nous un jour familiers avec le milieu du théâtre? Oh, c'est une N'est-il question pas toujours là pour nous? Quand est-ce que t'es tombé dans le théâtre et comment, toi? Je suis tombé dans le théâtre quand j'étais gamin, je pense. Je savais pas trop ce qu'était comédien, ni même ce qu'était la littérature. J'étais dans une sorte de petite bourgade, de petite campagne où mes parents jugeaient d'ailleurs très mal les artistes. Et on m'a mis dans une école de technique, donc il y avait beaucoup de menuisiers, d'horlogerie, de confectionneurs. Et dans cette école, il y avait une option de théâtre où j'ai rencontré des comédiens pour la première fois. Ils avaient 15 ans, 16 ans. Et j'en suis tombé amoureux, quoi. Je suis tombé amoureux des comédiens. Et par définition, du coup, du théâtre, je les ai trouvés harmonieux, quoi. Ils étaient gentils, ils étaient apaisés. Je pense l'art a ça, que ça apaise l'adolescence. T'avais besoin d'apaiser ton adolescence avec du Je théâtre? pense que tout le monde a besoin d'apaiser son adolescence de manière générale. Je pense que l'adolescence est une grande guerre intérieure et extérieure, mais ouais, carrément, j'avais besoin de trouver un refuge et le plateau a été le mien en tout cas. Ça fait du bien de rencontrer des grands auteurs comme Victor Hugo, je sais pas, Alfred de Musset, Molière, Shakespeare. En fait, ils écrivent des textes qui sonnent comme une partition de musique, quoi. Et comme on la retrouve pas dans le monde, cette partition de musique qui fait tout sonner juste, ça fait du bien d'avoir un lieu où tout le monde sait ce qu'il a à dire et tout le monde sait que ce qu'il dit est joli. C'était vachement bien. Merci. Donc toi, t'es auteur et comédien, est-ce que t'es aussi spectateur? Tu vas voir des pièces souvent? Pas souvent? Ouais. Un peu souvent? Ouais, mais je pense que j'ai le même piège que toi. C'est-à-dire que tu passes davantage ton temps à aller voir les copains qu'à aller voir les spectacles qui te font envie. Et c'est un peu comme quand tu vas manger au McDo tous les jours, t'as plus faim derrière pour aller manger un bon resto, quoi. C'est-à-dire que tes potes, ils font que du McDo? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, on sait quand même qu'on est souvent sollicité pour aider les copains qui démarrent, Ouais, ou même aider les gens qu'on connaît pas spécialement, mais enfin, il faut prêter de la force, comme on en a reçu nous quand on démarrait, hein. Je suis pas en train de dire que moi, ce que j'ai fait, c'était bien. Quand on est dans le milieu, forcément, on côtoie plein de gens qui espèrent créer, qui essaient de faire des choses, et on passe notre temps à être dans le laboratoire avec eux. Et quand tu sors du laboratoire et que t'es crevé, t'as des cernes sous les yeux, t'as plus envie d'aller voir le dernier chef-d'œuvre qui se joue, quoi. Donc, justement, je pense que tout le travail, ça va être de réussir à faire surgir de ces spectacles qui démarrent et maladroits des moments de miracle, quoi. C'est trop facile d'aller s'extasier devant le dernier spectacle qu'a 5 Molières. C'est trop facile d'aller pleurer sa larmichette devant un très très grand comédie française. Mais d'aller dans le petit théâtre de Paris, de 12 places, où il y a un humoriste qui joue devant 4 personnes, et de trouver dans ce moment-là la blague ou la phrase qui valait le coup d'être là, c'est ça qu'il faut rechercher, je pense. Et c'est là où se loge la vraie culture, sans doute. C'est cool que tu parles de première tentative et d'aller voir ce genre d'œuvre, parce qu'aujourd'hui, la pièce qu'on va voir, Je m'appelle à Cherlève, c'est une première mise en scène de Anna Jazz Mertens, qui a 25 ans. Et donc, elle a voulu mettre en scène cette pièce-là, qui est adaptée du roman de Chaim Potok. Est-ce que ça te parle, cette littérature-là, ou tu connais pas du tout? Ah non, je connais pas du tout. Ok. Je t'avoue que... Sinon, la littérature, c'est souvent un piège. C'est-à-dire que plus tu lis, moins t'as lu, quoi. Il y a tellement de livres et d'auteurs et d'artistes qui valent le coup que forcément... Non, je suis passé à côté. Mais j'ai hâte. Ok, je te pitch un petit peu. Pitch, home pitch, quand t'as un petit creux. Oui. Tu te rappelles de cette pub ou pas? Bien sûr. Ouais, vas-y, je suis chaud. Donc je m'appelle Asherlev, c'est l'histoire de ce prénommé Asherlev, qui est un jeune juif orthodoxe qui se trouve se révéler être un génie de la peinture, et il va se retrouver coincé entre sa passion pour la peinture et son destin de peintre et la famille dans laquelle il est élevé, donc juif orthodoxe, et donc toute la tradition et les contraintes que ça sous-tend. D'accord. Voilà, je t'en dis pas plus. Bah j'ai hâte de voir. Ça t'inspire? Bah un peu ouais quand même, c'est un sujet plutôt universel, hein. Le fait d'être tiraillé et traîné par
l'opposé de la tradition ou du combat familial. Forcément, ça fait écho à tout le monde. Eh ben on y va. Allez, c'est parti. Et on se retrouve juste après. Du coup, je vous mets la bande-annonce de Je m'appelle la chère Lève. À tout de suite. Il n'avait que 33 ans. Comment est-ce que tu peins? Qu'essayes-tu d'accomplir? Pourquoi as-tu reproduit ces peintures? J'ai besoin de les comprendre. Ce sont des représentations de Jésus, Asher. Un artiste est responsable de son art. C'est tout. Ne deviens pas une putain. Pardon? J'ai pas du tout l'intention Ah bah de si t'en devenir- prends le chemin, t'en prends le chemin. Comment peux-tu dessiner ce genre de choses? Ton sens des lignes, c'est un don. De quoi a-t-on l'air lorsque mon fils passe son temps à dessiner au lieu d'étudier? De quoi a-t-on l'air? Il est magnifique, ton dessin. Asher, Oui, maman? c'est pas très gentil de dessiner ta maman comme ça. On se retrouve donc après avoir vu cette pièce. Je m'appelle la chère Lève. Tu aurais des adjectifs là pour décrire ton état à chaud? Des adjectifs de fin de spectacle? Oui. Je me sens reconnaissant Oh. d'avoir assisté à ça en termes de thématique et je me sens nourri. Ça donne envie de créer des trucs, ça donne envie de faire des choses. Non? C'est très beau. Oui. C'est pas un adjectif, mais ouais. Ça me va très bien. Tu peux développer? T'es reconnaissant? C'est dur. Ouais, Par reconnaissant. rapport à la thématique, t'as dit. Ouais, parce que je pense que c'est un spectacle que je pense j'aurais peut-être pas été voir seul. C'est quelque chose que j'aurais vu et que j'aurais pu apprécier de loin, mais que j'aurais pas été voir. Parce que je pense que la thématique m'est très éloignée. J'ai pas spécialement de parents religieux. Enfin, c'est quelque chose qui est très éloigné de moi, quoi. Et de pouvoir avoir un spectacle qui non seulement te parle de toute une problématique qui peut toucher, à mon avis, plein de jeunes gens de notre âge, et puis en plus nous donner les codes au fur et à mesure pour comprendre à quel point ce qui est en train de se dérouler va puiser dans un historique et dans une tradition ancrée. Enfin, on voit le spectacle se dérouler, tu vois, au début je me suis dit ok, je serais certainement très extérieur parce que bon, ça me parle pas. Et en fait, au fur et à mesure, quand tu sais, il y a le dénouement final, j'étais là, j'étais fou, il va prendre tarif. Il va prendre tarif, le gars. Et c'est super important en fait. Et Donc c'est à ça t'a touché. Ouais, de ouf. Et c'est à ça que sert le théâtre en fait. C'est justement de venir et qu'on nous raconte une histoire et d'être pris dedans, peu importe d'où l'on vient. Et c'est gravement bien réussi, quoi. C'est ça? Ouais. Ça Ouais, va ouais. C'est- Carrément. Et t'as dit que t'étais nourri. Ouais, parce que tu vois un artiste éclore, puis tous les discours de son professeur, de son maître à penser sont ultra inspirants et sont plutôt vrais, et on se rend compte que peu importe d'où l'on vient, on a tous des freins quelque part ou des œillères qui se placent avec le temps, et ça donne envie ouais, de tracer sa route, quoi, de peindre. Toi, tu dessines d'ailleurs. Ouais, Je m'en suis rappelé pendant je dessine le spectacle. clairement pas comme le héros de ce livre, de ce spectacle, mais... Et puis, même plus structurellement parlant, en dehors du récit, ce qui est inspirant, c'est aussi que ça a été monté par des jeunes, de notre âge et même plus jeunes. Et c'est important dans un théâtre aujourd'hui qui est vachement poussiéreux, avec des vieux dinosaures qui veulent pas quitter le parquet, d'avoir des jeunes qui nous montrent que, putain, le talent n'attend pas le nombre des années, quoi. C'est la classe, c'est trop la classe en fait d'avoir ça pour représenter notre génération. C'est nourri par l'histoire et en même temps ça vient mettre un coup de pied dedans et c'est ça qu'on veut voir, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Peut-être dans le discours, peut-être visuellement, peut-être une scène émotionnellement? Ouais, plein de trucs m'ont marqué. Je trouve que le spectacle est très très poétique, très élégant et très délicat. On parle d'un peintre et le grain, la sensibilité aux courbes, à la lumière, en fait, est grave bien retransmise. Et j'ai rarement vu, par exemple, un nu aussi bien amené sur un plateau. Souvent, c'est très politique. Oh, on a fait un nu et on a une sorte de vieux bout de viande. Et là, en fait, la lumière qui vient sublimer, dessiner le truc, c'est très élégant, c'est très discret. Et, c'est réussi, quoi. C'est un beau spectacle. Et qu'est-ce que tu penses d'un moment dans la pièce, il y a le professeur donc, qui dit à Cherlève un artiste n'est responsable de rien d'autre que de son art et que de sa vérité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, je pense qu'il nous manque 3 pintes de bière et beaucoup de temps pour refaire le monde, mais je sais pas bien quoi penser de ça parce que j'ai des avis divergents en fonction des heures de la journée. Mais oui, c'est en tout cas dans la problématique de ce jeune homme, s'affranchir de là où l'on vient et de là où l'on va pour faire uniquement ce pour quoi on est fait. C'est toute une vie, quoi.
Et c'est très joli la manière dont il fait éclore ce gars. Il n'arrête pas de le dire. J'ai créé un David, et c'est un peu ça. Il le fait éclore, il l'arrose. C'est très très beau parce qu'ils ont tous des duels intérieurs. Il y a personne qui est frontalement méchant, frontalement gentil. C'est beaucoup plus nuancé tout le temps et il n'y a pas la religion c'est moche et c'est pas bien. Oh là là, les artistes sont vraiment débauchés. En fait, tout est très nuancé, très entremêlé et c'est très joli à regarder. Je trouve aussi que c'est très pédagogique sur la place de l'art dans la société et de ce qu'on attend des artistes. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? De sa définition de l'art, par exemple. Il dit l'art, c'est la vision d'un sujet par un artiste à travers son esthétisme. Ouais, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, carrément. En plus, c'est marrant parce que j'ai eu, par exemple, à moindre mesure, mais j'ai eu le débat avec mon amoureuse sur les nus, par exemple. Parce que moi, je dessine un peu et je dessine des silhouettes. Et elle m'a dit, pourquoi tu te sens obligé de dessiner des corps d'autres femmes? Et je dis, mais en fait, j'envisage pas ça comme une autre femme, j'envisage ça comme des courbes, comme... Et effectivement, il y a un rapport à l'art qui est tout à fait personnel. Il le dit très bien. Il dit en fait, nous, c'est le regard qu'on porte sur la chose, c'est pas la chose en tant que telle. Et très clairement, au vu de la société dans laquelle on grandit, où l'art et la politique se sont vachement entremêlés, où aujourd'hui tout est déclaration de guerre ou déclaration de débat, en fait, de rappeler que les artistes ne sont là que pour donner un avis tout à fait subjectif et qu'il sera toujours subjectif et qu'il est là soit pour embellir, soit pour casser, soit pour réinventer, soit pour faire avancer, enfin. Pour commenter. Oui, pour commenter, c'est ce qu'il dit, c'est le verbe. En fait, l'art n'est là que pour commenter, et rien de plus, quoi. Donc c'est très joli, et de le mettre dans ce décor-là, c'était très intéressant. Tu penses à ça quand tu écris? Qu'est-ce qui te pousse à écrire, toi, en tant qu'auteur? De plus en plus. Je pense que quand j'étais gamin, j'ai eu la chance de ne pas grandir dans une famille comme celle-là, où j'écrivais sans trop me préoccuper de ce pourquoi j'écrivais. Ensuite, mon père a jeté un regard dans mes dessins, dans mes écritures et a mis un couperet et m'a dit « Ouais, faut pas faire ça, c'est nul à chier, c'est pas bien, mon fils sera pas artiste, c'est pas un métier. » Enfin, tu vois, j'ai eu droit au discours qui est vachement moins quand même culpabilisant que ce que le héros vit, tu vois, de l'ordre du poids de l'humanité, du poids de la religion qui vient s'abattre sur lui. Moi, j'ai pas eu ça, j'ai eu celui d'un père et c'était déjà très lourd. Donc, aujourd'hui, j'aborde l'écriture, je me rends compte qu'effectivement, un artiste est responsable que de ce qu'il écrit. Puis en même temps, l'écriture, elle est toujours à moitié faite. Il y a aussi le lecteur qui va faire la sienne. Et j'arrive pas à savoir si l'artiste est responsable de la lecture qu'on peut faire de ce qu'il fait. Quelquefois, par exemple, dans un point positif, tu peux écrire un texte sur un chagrin d'amour et quelqu'un qui aurait, par exemple, perdu son père pourrait te dire « j'étais très touché, ça m'a rappelé un deuil ». Et à l'inverse, tu peux écrire un truc sur un chagrin d'amour et quelqu'un te dit « non, moi j'y ai lu tel truc et je trouve ça inadmissible dans ma sensibilité ». Et j'arrive pas à savoir à quel point le mystère est gérable ou non. Tu vois ce que je veux dire? À quel point on peut faire la route pour l'autre, quoi. Ouais. Est-ce qu'il faut jalonner ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser le mystère entier et chacun s'y promener? Et c'est ce qu'il fait en invitant ses parents à son exposition. Chacun reçoit ses tableaux comme ils peuvent, quoi. Pour certains, ce sera un chef-d'œuvre, pour d'autres, une catastrophe. Ouais. Et pareil, commentaire du professeur, la seule chose que tu peux faire, c'est devenir un grand artiste. C'est la seule chose qui excusera la peine que tu peux causer. Donc concentrons-nous sur faire des grandes choses et des belles choses, et ça excusera toutes les peines occasionnées des mystères que ça aura pu produire. Tant que tu es aligné avec... Il y a ça aussi, ça c'est très important, le professeur qui dit à Cherlev ne deviens pas une putain, dans le sens de tout ce que tu produis, ça doit venir de toi sans mentir. C'est ça qui est beau. Porter un regard sur soi-même et sur son art vrai et dur et sans complaisance, c'est un travail de tout instant et c'est pour ça que c'est joli d'avoir cette relation fraternelle qui se crée, même paternelle qui se crée. Je suis assez d'accord avec ça. Hein. C'est Rainer Maria Rilke qui écrivait « L'art doit venir d'une nécessité ». C'est quelque chose qui crie en nous et qu'on fait malgré nous et qui nous déborde et nous dépasse. Et c'est clairement ce que vit ce jeune homme qui, contre tout, essaye d'arrêter, arrache, machin, et il revient toujours au point de s'esseler, quoi. C'est trop beau, ça aussi. Son exposition qui a un immense carton. Ses parents s'en vont en larmes. Et avec la dépression dans la voix, il dit juste « C'était un immense succès ». C'est les succès les plus tristes et les plus vrais. J'en ai vécu plein, des trucs comme ça, où c'est un immense succès, mais c'en est pas un en même temps. C'est triste. C'est très bien de terminer là-dessus, je crois. Cette pièce est un immense succès.
Je m'appelle Asherlev, vous pouvez donc venir le voir au Théâtre des Béliers Parisiens jusqu'au 31 mars, pour l'instant. Et puis probablement en tournée dans les années qui vont venir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi de l'invitation. Avec grand plaisir. On se retrouve sur Internet, au théâtre ou ailleurs. Des bisous. Prenez soin de vous, allez au théâtre. Youpi. On va en faire une autre. On va faire la vraie maintenant. On va tout refaire. Et bien donc, je m'appelle Asherlev, vous pouvez venir le voir jusqu'au 30 mars, 31, au Théâtre des Béliers Parisiens. Théâtre des Béliers Théâtre des Béliers Parisiens. Ouais. Je m'appelle Asherlev, vous pouvez donc venir... Je m'appelle Asherlev, donc vous pouvez le découvrir au Théâtre des Parisiens jusqu'au 31 mars. Des Béliers Parisiens. Mais les béliers, ils sont tous parisiens.